Bonjour à tous, bienvenue dans cette 18e séance en C#. Nous allons parler des tableaux, donc c'est un autre concept qui fait suite un peu aux autres que nous avons vus précédemment. On a fait un peu le tour des concepts liés à la programmation orientée objet, notamment avec le polymorphisme pour terminer. Et là on va revenir sur ce concept de tableau, c'était un peu la fin de la vidéo précédente pour faire un peu la transition. On va aborder ça et vous allez voir notamment qu'avec C#, il y a quelques particularités dans l'utilisation et même la création de tableaux, notamment par rapport à d'autres langages de programmation. Donc si vous avez l'habitude de programmer dans d'autres langages, il y a certaines choses qu'il ne va pas falloir appliquer systématiquement quand vous programmez en C#. Mais je vais vous expliquer bien évidemment tout ça en détail avec du code. Alors, ici nous allons voir pour la création, on va simplement s'amuser à créer un regroupement de données, on va appeler ça, c'est-à-dire que par exemple, plutôt que d'avoir une seule information mémorisée, du style un nombre comme ceci, d'accord, on va pouvoir en enregistrer plusieurs. Et c'est ce que nous appelons en programmation des tableaux, d'accord. Vous pouvez imaginer un tableau comme on le ferait visuellement parlant, comme on le fait dans des matières scientifiques, où on regroupe en fait plusieurs informations. Et bien là c'est pareil, on peut faire un tableau d'entiers, et on aura donc plusieurs valeurs entières qu'on va pouvoir enregistrer et mémoriser à l'intérieur de celui-ci. La méthode la plus simple pour faire ce tableau, à la différence de ce que vous voyez comme notation ici pour une simple variable, c'est de l'indiquer au niveau de la notation avec l'usage de crochets. Avec ces crochets, on indique que je n'ai pas déclaré une variable de type int, donc un simple entier, mais un tableau d'entier, d'accord. Et ici, bien sûr, l'initialisation avec des valeurs va complètement changer. Je vais pouvoir indiquer, puisqu'on va créer un tableau de taille fixe, d'accord. Il ne s'agit pas ici de manipuler des données avec des conteneurs avec une taille aléatoire, ça on le verra avec d'autres types de données plus tard dans le cours. Mais ici, pour un tableau, on parle toujours de taille fixe en C#, et on va indiquer tout simplement la capacité de ce tableau, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il va pouvoir avoir. Ici, on va donc indiquer que ce tableau va avoir par exemple 5 éléments. Voilà, déclaration d'un tableau d'entier. Alors du coup, je vais changer le nom par A2R pour array, c'est le diminutif de tableau en anglais, et pour indiquer ici que je vais déclarer donc un nouveau tableau de 5 entiers. Ça, c'est déclaration initialisation par défaut. Il faut savoir qu'en C#, voilà, pour ce genre de tableau, chaque valeur vaut 0, d'accord. Attention, encore une fois, dans d'autres langages de programmation, ça pourrait valoir n'importe quoi, mais sur les langages un peu plus, on va dire, modernes, comparé à d'autres, généralement, l'initialisation par défaut de la valeur d'un entier, c'est 0, donc ce qu'on aura ici. Voilà, donc ça, c'est le, on va dire, strict minimum qu'on peut faire. On peut également initialiser dès le départ les valeurs qu'on veut dans ce tableau, d'accord. On peut parfaitement le faire. Par exemple, ici, alors on va virer tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de préciser le nombre d'éléments, puisque comme vous allez à l'initialisation des éléments, en fait, vous allez les indiquer, les écrire de manière brute, et c'est le compilateur qui fera voilà, le comptage et qui en déduira la taille de votre tableau, je rappelle, de taille fixe. Donc là, si je fais ceci, le tableau fera une taille de 3, d'accord. Il aura 3 éléments, ce sera sa capacité. Comme c'est une déclaration taille fixe, la capacité du tableau, en fait, est sa taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'il a. Voilà. Autre syntaxe possible, qui est peut-être la plus courte et qui sera peut-être privilégiée si vous voulez écrire le moins de code possible, parce que vous voyez qu'on a pas mal de répétitions, c'est directement de faire ça. Voilà. Alors j'insiste sur le fait de montrer différentes notations, toujours pareil, je le fais dans tous mes cours, je ne me concentre pas généralement sur une seule syntaxe, ce qui suffit qu'un jour vous lisiez du code dans une autre syntaxe, et vous ne serez pas forcément, on va dire, familier avec celle-ci, donc c'est bien de vous familiariser avec les différentes syntaxes pour savoir qu'elles existent, qu'on peut les utiliser, et après, comme d'habitude, vous utilisez celle que vous préférez, voilà, ça c'est vous que ça regarde personnellement. Donc là, j'ai mon tableau, d'accord, avec mes 3 éléments qui sont prêts, tout simplement. Donc je rappelle, un tableau est à taille fixe, dans tous les cas. Tous les exemples de tableaux que je vais vous montrer dans ce cours, de toute façon, seront de taille fixe. On verra d'autres types, encore une fois, pour des conteneurs, des collections de taille variable. Pour les valeurs de ce genre de tableau, on a une initialisation des valeurs à 0, si jamais c'est pas indiqué. Là, on aura 1, 2, 3, donc rien n'est initialisé à 0, puisque j'initialise avec d'autres valeurs. Cette taille est bien sûr précisée ou spécifiée à la déclaration, donc c'est la déclaration qu'elle est définie dans le tableau, et voilà, il n'y a pas de problème. Alors, pareil, je ne l'ai pas forcément indiqué, on pourrait très bien créer notre tableau avec un type plus générique, comme var, on avait déjà vu, mais là, comme c'est assez nouveau pour vous, je vous l'ai montré tel quel. Une fois qu'on a ce tableau, on va pouvoir afficher différents éléments. Pour accéder à un élément du tableau, on fonctionne par un système d'indices, c'est-à-dire un accès direct, c'est beaucoup plus rapide. Si je veux accéder au premier élément de mon tableau, c'est-à-dire le 1, il va falloir indiquer l'indice, d'accord, donc la position de cet élément.
Dans un tableau en programmation, à quelques exceptions près pour certains langages, l'indice commence toujours à 0. Donc il suffit, par un simple appel, alors comme on le fait habituellement, WriteLine, de dire dans mon tableau, à l'indice 0, voilà, d'afficher cet élément-là. Donc l'élément d'indice 0 dans mon tableau, je vais le noter encore une fois avec les crochets, on retrouve la même notation, et ce sera le premier élément. On va faire un .NET Run pour vous montrer ce que ça donne à l'exécution. Voilà, on retrouve cet élément-là. Donc évidemment, si on veut l'indice du dernier élément, bah finalement c'est le nombre d'éléments du tableau moins 1. Comme on a 3 éléments, moins 1 ça fait 2, 3 moins 1, 2, et là on aura le dernier élément du tableau. Donc très important, parce qu'on a souvent des gens qui comptent le nombre d'éléments pour se baser sur les systèmes d'indices, qui oublient que ça commence à 0, et après débordent du tableau, et là vous allez générer une erreur, plus précisément une exception, c'est-à-dire ce qu'on verra un peu par la suite. Voilà, on a tout ça. Donc l'affichage, simple, vous pouvez choisir comme ça un affichage directement, et comme ça vous donne accès à un élément en particulier, vous pouvez le changer aussi. On peut parfaitement, parce que c'est comme, encore une fois, c'est une variable, hein, c'est un identifiant, si je note ceci, voilà, c'est pour indiquer d'accéder à une donnée, d'accord, en mémoire, comme on le ferait avec une simple variable. Donc si je changeais la valeur ici de ce qu'il y a à l'indice 2, donc changer le 1 par 10, je ferai tout simplement comme ça. Cette fois-ci on positionne à gauche, on applique l'opérateur d'affectation, on change la valeur, classique, il n'y a rien de nouveau, là normalement vous ne devriez pas être perdu. Et là, 3 est devenu, c'est ça, oui, 3, pourquoi on avait 3? Ah oui, parce que j'ai pris le dernier élément. Voilà, 3 est devenu 10, tout simplement. Ça, bon, c'est pour de l'accès, que ce soit pour de l'écriture, enfin pour de la lecture, donc l'affichage, de la modification de valeur, avec une valeur bien particulière, on peut parfaitement faire ça. Alors dans le cas où nous n'aurions pas évidemment initialisé les valeurs, hein, qu'on aurait fait tout simplement ceci, bah, ça revient au même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre tableau déclaré, vous initialisez les valeurs que vous voulez. Donc là on aurait mis 1, donc vous voyez que c'est beaucoup plus long, à moins de passer par une boucle, mais ça on va le voir après aussi. Voilà. Obligé de faire ça. Donc l'avantage de l'initialisation avec des valeurs dès le départ, bah, c'est qu'on s'évite toute cette notation là par la suite. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre tableau, et vous avez comme ça plusieurs possibilités. Je vais noter ça comme ça. Voilà pour la déclaration d'un tableau simple, l'affichage, l'accès on va dire à certains de ces éléments, donc de ces valeurs. Et on a parfois besoin, pour des raisons logiques, hein, d'afficher la totalité du tableau, donc l'ensemble des valeurs. Et là c'est pareil, comme il y a plusieurs éléments dans notre tableau, on va devoir parcourir ce tableau. On parle d'un parcours de tableau, et pour ça on va revoir des choses que nous avions vues avec les boucles, parce que vous allez voir que ça se fait très simplement en utilisant notamment une boucle for each, pour dire en fait pour chaque quelque chose de quelque chose d'autre. Donc là ça va être pour chaque élément, je vais déclarer ça d'ailleurs var, comme ça c'est générique, je ne me pose pas la question sur le type de l'élément en question. Donc pour chaque élément dans mon tableau, donc c'est A2R. Et ici, l'affichage très simple, c'est l'élément qui est actuellement parcouru. Donc là on a en fait un élément qui est itérable, d'accord, un tableau peut être itéré, c'est-à-dire qu'on peut le parcourir, on peut parcourir chacun de ces éléments, et quand vous avez quelque chose qui peut être énuméré, itéré, vous pouvez utiliser une boucle ici, for each, sur voilà, chacun des éléments de votre structure, et les afficher tout simplement avec l'élément temporaire que vous avez ici. Cet élément, bien évidemment, est en lecture, hein, je précise, c'est un itérateur, donc c'est pas en fait l'élément directement que vous avez là, d'accord, c'est une référence à celui-ci, donc vous ne pourrez pas par exemple changer la valeur d'élément, comme on faisait tout à l'heure, ceci, pour dire on passe en fait le 3 et on le met à 10. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire de modification dans un parcours de cette manière-là. Ici, c'est vraiment pour faire un parcours complet du tableau, par exemple pour afficher. Donc on est en lecture, voilà, on affiche chaque élément du tableau, il n'y a pas de problème. Voilà comment on peut faire. Si on veut faire un parcours un peu à l'ancienne, justement qu'on veut faire de la modification, ça pourrait marcher aussi. On retrouve un peu ce système, avec la boucle for cette fois-ci. Vous déclarez un petit compteur, vous le mettez à 0, puisque l'indice d'un tableau commence à 0, et vous dites, tant que i est plus petit, donc tant que votre compteur est plus petit, donc n'est pas arrivé en fait à la fin du tableau, et pour la fin du tableau, bah, il nous faut récupérer la taille. Et si on ne veut pas avoir à la calculer nous-mêmes et donc l'écrire de manière brute, on va simplement utiliser une propriété des tableaux qui est length, donc mon tableau.length, et ensuite, je n'oublie pas bien sûr d'incrémenter le compteur. Et là ce qu'on fera, WriteLine, le tableau en passant par un indice dynamique, donc notre compteur. Donc l'affichage serait le même qu'un for each, sauf que là on n'est pas en lecture seul. Et l'avantage, on va dire, enfin en tout cas la possibilité qu'offre ce type de boucle, c'est pour ça qu'il faut l'avoir aussi. Pas penser qu'il n'y a que for each qui est utile,
bah, c'est qu'après on peut s'amuser à faire ça. De dire par exemple si la valeur qu'on a, donc cette fois-ci je peux accéder à une valeur en particulier égale 3, et bien je la modifie par 10. Voilà. Et ensuite on pourra vérifier la modification. Que vous voyez bien que ça a été changé dans notre tableau. 1 de 10. Donc on a bien changé le 3 par 10. Voilà. Donc ça c'est vraiment si vous voulez faire de la modification. Là en fait on utilise le système d'indice de notre tableau. Donc on fait un parcours via une boucle comme ça, il y a un compteur. Et on utilise ce dernier comme indice de notre tableau, ou l'index, si vous voulez le terme anglais qu'on utilise. Et à partir de là, bien sûr, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez. Si c'est un simple parcours en lecture seule avec un itérateur pour faire de l'affichage, tout simplement, vous utilisez une boucle for each. Vous voyez que c'est beaucoup plus court, beaucoup plus pratique. Voilà pour ces différents exemples ici. Alors, bien sûr, là j'ai déclaré un tableau d'entier. Je peux faire un tableau de n'importe quoi. On peut faire un tableau de chaîne de caractères. On pourra faire un tableau d'animaux, si on avait par exemple créé une classe animal. Voilà, on peut évidemment faire n'importe quoi. Moi je reste sur des entiers parce que c'est plus simple et c'est suffisant comme exemple à vous donner pour travailler avec ça. Si après vous voulez vous exercer, bah, créez une classe particulière, changez en fait le type de tableau et faites un tableau d'autre chose. De toute façon, dans la vidéo sur le polymorphisme, j'avais terminé justement avec un exemple. On avait fait l'armée, rappelez-vous, et c'était une armée de combattants. Donc il y avait un peu cet exemple, mais maintenant, hein, après à ce stade, vous le comprendrez. Puisque au moment de la vidéo du polymorphie, on n'aviez pas encore vu les tableaux. Mais après cette vidéo, vous serez familier avec ces derniers, donc vous pourrez comprendre un peu le code qu'on avait vu précédemment. Voilà pour ça, tout simplement. On a possibilité de créer d'autres tableaux aussi, et c'est là que le langage devient un peu particulier, parce que d'autres langages de programmation ne feraient pas forcément de distinction, ou en tout cas mêleraient un petit peu les choses. Là, on a un tableau unidimensionnel, c'est-à-dire un tableau de une seule dimension. Vous pouvez bien évidemment, comme beaucoup d'autres langages, en C# aussi, ne fait pas exception, créer un tableau multidimensionnel. Par exemple, un tableau à 2 dimensions, 3 dimensions, etc. En revanche, la syntaxe va complètement changer par rapport à d'autres langages que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Et en plus de ça, on va dire au niveau du fonctionnement même de ce tableau, de ce qu'il représente précisément, ce sera différent par rapport à d'autres langages. Donc attention de ne pas évidemment vous mélanger entre différents langages de programmation. Je veux créer un tableau à 2 dimensions, voilà comment que ça va se passer. Le C# utilise la virgule en fait pour séparer ça. C'est-à-dire que là, dans mes crochets, je ne mets rien, donc j'ai un tableau à une seule dimension. À partir du moment où je fais ça, j'obtiens un tableau à 2 dimensions. Alors, on va revoir après la partie initialisation après. Pour le moment, je l'enlève. Si je veux un tableau à 3 dimensions, voilà, etc. D'accord? Dès que vous avez une virgule, en fait, vous rajoutez une dimension, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc là, on a 6 dimensions. D'accord? On a 5 virgules plus la dimension des crochets. Donc un tableau à 6 dimensions. Et ainsi de suite. Donc cette notation, vous allez voir qu'elle est bien pratique, mine de rien, pour la notation derrière, par rapport au type de tableau qu'on veut créer. Et autant sur un tableau de une seule dimension, nous faisions, rappelez-vous tout à l'heure, par exemple ceci. Voilà un tableau de 3 éléments, 3 entiers. Si j'ai un tableau à 2 dimensions, eh ben on va faire ça différemment. On va dire par exemple un tableau où la première dimension a 3 éléments et la deuxième en a 2, par exemple. Voilà, on réutilise à nouveau la virgule, alors pareil, vous pouvez les coller ou pas, c'est vous qui voyez, d'accord, pour préciser un petit peu la notation que vous avez. Donc on utilise la même notation, c'est cohérent avec la déclaration et l'initialisation ici. On va obtenir en fait la même chose. À partir de là, on peut préciser les différents éléments. Alors là, c'est pas forcément plus pratique. Si par exemple je veux accéder au premier, je veux initialiser avec une valeur le premier élément, on va le noter comme ceci. Et c'est là que ça change aussi. 0,0. On réutilise cette notation-là. Et là, je peux lui spécifier une valeur. Alors comme je ne vais pas m'amuser à tout initialiser de cette manière, on va le faire avec la notation raccourcie qu'on avait vue précédemment, d'accord, notamment en utilisant les accolades. Et si vous voulez que ce soit plus lisible pour vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez très bien sûr séparer comme ça. Alors moi j'ai l'habitude de mettre ça à la ligne. Après bien sûr, c'est vous qui voyez. Et là ce que je peux faire, c'est par exemple 1, 2, 3. Il y a une virgule ici, parce qu'on sépare chaque élément. Et ensuite, pourquoi pas, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ça revient à avoir un tableau à 2 dimensions. D'accord? C'est un tableau multidimensionnel. Là, il en a 2. Et c'est très important. Et attention, ce n'est pas un tableau de tableau. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir après. Vous allez comprendre la distinction. Justement, que C# fait entre ces deux possibilités-là que d'autres langages ne font pas. Dans beaucoup d'autres langages, un tableau de tableau
c'est un tableau multidimensionnel, ce qui n'est pas forcément le cas ici en C#. Donc ce tableau, une fois que vous avez compris cette notation, parce que finalement il n'y a que ça qui est différent, et bien tout le reste va se baser là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas être plus compliqué que l'utilisation d'un tableau à simple dimension, c'est exactement pareil. D'accord? Alors si je m'amuse par exemple à faire ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va faire ça comme ça. On va récupérer notre élément, d'accord? Le premier élément qu'on a vu, pas de problème. Comment je veux parcourir tout ça, c'est là que ça va un petit peu, changer forcément, mais pareil, au niveau d'un affichage simple, attention, vous allez voir, c'est très compliqué. On fait une petite exécution pour que vous voyez ce que ça nous donne. Et ça fonctionne tout pareil. C'est l'avantage, encore une fois, comme c'est un élément itérable, ici notre tableau multidimensionnel, et on peut utiliser ce type de boucle, ça ne change rien, d'accord? C'est le même, là j'ai écrit la même boucle qu'avec un tableau à une seule dimension. Donc là, c'est le gros avantage de ce système-là, c'est de ne pas avoir changé ensuite au niveau de votre parcours d'éléments, vous avez tout pareil. En revanche, là où ça va se compliquer un petit peu, en tout cas que ça va être modifié, c'est dans la gestion des dimensions. Parce qu'ici, justement, nous n'avons pas un tableau unidimensionnel, mais multidimensionnel. Si je veux faire un parcours, par exemple, pour modifier des valeurs ou ce genre de choses, je vais devoir passer par une double boucle. Alors ça, dans d'autres langages de programmation, vous avez sûrement l'habitude, si vous faites du C notamment, vous avez sûrement fait une double boucle quand vous voulez parcourir un tableau à 2 dimensions. Et on va répéter le même exemple. Alors, ce qu'on ferait dans un autre langage, on ferait quelque chose un peu comme ça. Enfin, c'est pas un peu, c'est on ferait comme ça. On dirait, voilà, premier compteur, tant que le compteur n'a pas atteint la taille, la fin du tableau finalement. Donc ici en C#, on a la propriété length. Donc généralement ça va vous donner un peu quelques indices. Si on parle d'une propriété, ça veut dire qu'il y a une classe visiblement pour les tableaux en C#. Mais ne vous inquiétez pas, on va aborder celle-ci par la suite, parce qu'on a quelques petites choses à dire dessus. I++. Et ensuite on serait tenté de dire, bon, on fait le deuxième compteur. Voilà. Et après, bon là, on sait pas trop, éventuellement faire un truc comme ça. Et ensuite faire ça. Et là le problème, alors je vais faire un... Je vais le compléter en fait. Voilà, ça c'est ce qu'on ferait dans un autre langage de programmation. D'accord, très simple, sans utiliser bien sûr des collections particulières, un tableau de taille fixe, voilà, on va dire un peu à l'ancienne. On ferait comme ça, une double boucle avec double compteur, et ensuite on parcourt la première dimension, et pour chaque dimension, on parcourt la seconde, d'accord, à partir de la première. Et ensuite on affiche avec cette notation-là, donc double crochet, les deux compteurs pour avoir la valeur qu'on veut. Mais là, à nouveau, on n'est pas cohérent avec la déclaration ici. Rappelez-vous, en C#, on déclare un tableau multidimensionnel avec cette notation que je ne retrouve absolument pas ici. Donc automatiquement, sans surprise, si j'essaye de compiler, d'exécuter le code, je vais avoir plein d'erreurs avec le fait ici qui m'indique qu'il attend un nombre d'indices différent que ce que je lui donne, parce qu'il en attend 2, on n'en a donné qu'un seul. Bref, ça ne va pas. On va modifier ça pour rendre ça compatible bien sûr avec cette notation en C#. On va avoir besoin déjà de récupérer, alors non pas ceci, cette longueur, mais en fait le dernier indice, si vous voulez, de la première dimension, d'accord, de notre tableau. Donc pour ça, on va la récupérer directement, donc je vais faire ça. Je vais appeler ici une méthode, alors on verra un peu d'autres méthodes des tableaux par la suite, qui est upperBound, et là on va choisir la dimension concernée. C'est la première, et là pareil, comme le fait qu'un tableau, son premier élément est à l'indice 0, et la première dimension d'un tableau est en fait notée 0, d'accord? La 0e dimension en fait c'est la première. Donc on utilise ça. Tant que i n'a pas en fait atteint ça, et d'ailleurs il faudra dire plus petit ou égal pour être sûr en fait, parce qu'il va plus loin, en fait il s'arrête pas à la dernière, on a notre première dimension, premier parcours. Et là je pense que vous avez compris un peu le principe pour l'autre. C'est le même système, sauf qu'on veut l'autre. Donc la deuxième dimension, c'est 1. Et là, ici, on récupère la notation qu'on connaît, qui est celle-ci. D'accord, la fameuse notation avec la virgule qui est utilisée pour un tableau multidimensionnel. Et là, je peux à nouveau parcourir mon tableau. Alors, encore une fois, c'est pour un simple parcours, une boucle for each, et on n'en parle plus, ça tient en 2 lignes, terminé. Et la boucle en est même en 1. Mais là, c'est si vous voulez faire de la modification, toujours pareil, si vous voulez modifier chaque valeur, alors, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour l'exemple. Je peux parfaitement faire ça. Et puis ensuite, je mets à 0, même si on verra qu'on a une petite méthode pour nettoyer un tableau, c'est-à-dire remettre toutes ces valeurs à 0. Ici, on va partir du principe qu'on ne sait pas que ça existe.
Donc si nous voulions par exemple passer tout à 0, voilà comment on ferait, à la main en tout cas, sans passer par une méthode toute faite, et on aurait ceci, d'accord? Donc ça fonctionne sans problème à ce niveau-là. Donc très important, d'accord, de noter qu'un tableau multidimensionnel en C#, c'est automatiquement noté avec des virgules dans ces crochets, donc cette notation-là, et donc on doit retrouver la même cohérence ensuite quand on va faire du parcours, quand on va faire un accès aux éléments, puisque les accès se font comme ça. Je rappelle qu'un tableau simple dimension, ce serait ça. Double dimension, comme il y a virgule, il y a forcément deux indices à indiquer dans les crochets, logique. Et ensuite, on utilise cette petite méthode pour récupérer en fait la fin de la première dimension, de la seconde. Et si c'est un tableau à 3 dimensions, bah, ce serait get upper bound, et en argument, vous mettriez 2, tout simplement, avec autant de dimensions que vous avez. Un tableau à 10 dimensions, ce serait exactement le même principe. Il y aurait autant de boucles for que de dimensions. Et après, ici, vous incrémentez à chaque fois l'argument que vous passez à la méthode get upper bound. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment rien de compliqué. On reste cohérent là-dessus. On a juste des notations évidemment qui diffèrent, mais après, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Passons au troisième type de tableau, qui est souvent, encore une fois, dans d'autres langages, mélangé avec celui-là, au tableau multidimensionnel, qui est le tableau de tableau. Et C# veut vraiment faire la distinction. Et le tableau de tableau, eh ben, c'est dans d'autres langages ce qui est le tableau multidimensionnel, justement. C'est le fameux tableau qu'on va noter avec des doubles crochets. Donc là, je vais faire ceci. D'accord? J'ai un tableau qui va contenir des tableaux. Et l'avantage de C#, donc je vais déjà me le créer, c'est que je vais pouvoir créer. Alors déjà, on va faire ça comme ça. On va indiquer combien de tableaux aura notre tableau. Moi, par exemple, je vais en faire 2. On va pas en faire trop non plus. Et ensuite, ici, des crochets vides parce qu'on ne sait pas, en tout cas à ce stade, on ne déclare pas, en fait, on n'initialise pas le nombre d'éléments des tableaux dans le tableau, si vous suivez un peu. Donc là, pour le moment, tout ce qu'on dit, c'est qu'on a 2 tableaux dans ça, d'accord? Notre tableau A2R, là, contient 2 tableaux, 2 sous-tableaux. On va les initialiser, je vais y arriver, à leur tour, à la ligne. Alors je pourrais tout faire encore une fois en une seule instruction, mais pour vous, pour la vidéo que ce soit plus lisible, je fais ça en plusieurs étapes pour que ce soit plus compréhensible pour la suite. Mon premier tableau, bah, c'est quoi? Bah, c'est lui. C'est celui à l'indice 0, normal. Je vais l'initialiser avec... Donc je vais créer ici un tableau qui contiendra, dans ce tableau-là, le premier, je veux qu'il y ait 3 éléments. Alors, je vais les mettre ici, je suis pas obligé, je pourrais très bien faire ça comme ça. Et ici, je mets directement les accolades. Voilà, et j'initialise les valeurs de ce tableau. Et pour le deuxième tableau, eh ben, j'ai envie d'en avoir un peu plus. Donc là, l'avantage du langage, c'est qu'il ne vous oblige pas à avoir des sous-tableaux qui font tous la même taille. Vous pouvez très bien avoir, voilà, pas des points-virgules, surtout pas, 5, et puis on va mettre 7. Et là, on a le deuxième tableau qui est plus grand que le premier. Et ça, en C#, ça ne pose pas de problème. Dans d'autres langages, ce n'est pas possible, parce qu'on parle de tableau multidimensionnel. Donc si vous créez un tableau 2D, il a forcément autant de lignes que de colonnes. On ne peut pas trop s'amuser à faire n'importe quoi selon les langages. Ici, c'est un tableau de tableau. Donc c'est un tableau de taille fixe, et ensuite, pour chacun, vous créez également une taille fixe, mais qui peut être différente d'un tableau à l'autre. Et là, il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez la notation, c'est le double crochet. Donc le simple crochet, c'est un tableau à une dimension. Les crochets avec des virgules à l'intérieur, c'est pour un tableau à multiples dimensions. Et si vous avez un double crochet, c'est un tableau de tableau. Et inutile de vous dire que vous pouvez faire un tableau de tableau de tableau de tableau de tableau, ça vous chante, même si au niveau de la conception, ça n'aurait pas beaucoup de sens, je pense. Et là, bon, ça c'est le genre de cas qu'on peut avoir souvent besoin en programmation, un tableau de tableau. Donc voilà comment on peut faire. À l'usage, comment on fait? Là, vous pouvez utiliser la notation que vous connaissez généralement dans d'autres langages de programmation. Par exemple, celle-ci. Donc vous voyez, je ne fais pas 0,0. Cette fois, je fais crochet 0, crochet 0. Là, on retrouve la notation que vous avez notamment en langage C. En langage C, pour un tableau à 2 dimensions, on ferait ça. En C#, ceci n'est pas un tableau à 2 dimensions. C'est un tableau de tableaux. Encore une fois, ne mélangez pas. C'est pour ça que je vous dis de bien faire attention, de ne pas prendre pour acquis ce que vous connaissez d'un langage en l'appliquant forcément ici. D'accord ? Il y a des fois des distinctions entre deux langages de programmation, et là, pour le coup, c'est le cas. Voilà. Donc là, on va retrouver le même principe. Si je veux modifier la valeur qui a à l'indice à 0 et 0, et je note pareil, j'utilise l'affectation. On l'a déjà vu, il n'y a pas de surprise. Et on serait tenté de faire, parce qu'on l'a vu pour les deux autres types de tableaux, un parcours. C'est-à-dire, je fais ça.
Et on s'attendrait, en toute logique, hein, si on s'amuse à faire des tests, de dire bah, après tout, ça fonctionne bien pour les deux autres types de tableaux, donc on s'attend à avoir quelque chose qui se parcourt aussi bien pour un tableau de tableau. Et là, vous obtenez ceci. Alors ça fonctionne, d'accord, le code n'a pas, comment dire, ne vous a pas trahi, il a bien donné ce qu'il fallait, on voulait lui indiquer ce que contenait chaque élément, et chaque élément contient un, donc system.int32, donc un tableau, d'accord, de valeur 32 bits, hein, donc c'est d'entiers qui sont écrits codés sur 32 bits, je vais y arriver. Donc il n'y a pas de problème, on a bien ces éléments-là. Donc ça montre bien que dans notre tableau, eh bien, nous avons des tableaux. Pas de problème, donc tout est bon à ce niveau-là. Alors après, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, pourquoi pas, c'est de faire ceci. Donc on va faire un sub-array, on va changer le nom. On pourrait tenter de dire après tout, si on fait un double for each, pourquoi pas. Donc cette fois-ci, on aurait bien le element. Ah bon. Essayons cet affichage pour voir ce que ça nous donne. Et là, nous récupérons les éléments. D'accord? À nouveau, pour du simple affichage, on fait un double for each, puisque avec le premier, vous obtenez vos sous-tableaux. C'est pour ça qu'on dit qu'on a un tableau qui contient des tableaux, et pas directement des valeurs. Et après, ici, comme c'est votre sous-tableau, bah, on sait parcourir les éléments, obtenir les éléments d'un tableau, enfin les parcourir. On fait un for each à nouveau, donc pas de problème. Donc il suffit que vous mettiez des noms de variables qui sont explicites pour vous, qui sont cohérents avec ce que ça contient, et voilà. Pour chaque sous-tableau du tableau, et ensuite pour chaque élément d'un sous-tableau, j'affiche l'élément. Et là, on n'a pas de problème, on est cohérent. Si on voulait passer par la notation un peu à l'ancienne, d'accord, par exemple si je veux faire des modifications sur un des tableaux, donc avec les doubles for, je ne vais pas la renoter, bah c'est celle de tout à l'heure. Vous faites une double boucle for, mais par contre, ici, alors c'est vrai que je vais la renoter quand même parce qu'il peut y avoir des éléments qui changent, parce que là, effectivement, on va faire length, parce que ça, c'est la taille du tableau, ok, le tableau principal, c'est-à-dire celui-là, hein, le premier, celui qui contient en fait de sous-tableaux, donc pas de problème. Et ensuite, en revanche, tant qu'il n'a pas atteint en fait, tant qu'on n'est pas arrivé voilà, au bout de, en fait, de la taille du sous-tableau. Donc là on fait array de i.length et on met à jour ça. J'ai pas envie de les... Alors soit je mets des points virgules quand il faut des virgules, soit je mets des... Bon bref, pas grave. Et là, notation classique. Cette fois-ci, vous avez le droit d'utiliser les doubles crochets. Un tableau de deux tableaux en C#, c'est avec les doubles crochets. Voilà. Et là, encore une fois, l'intérêt de ce type de parcours qui est beaucoup plus long, c'est quand on veut modifier, d'accord, des valeurs ou qu'on veut faire de la recherche ou je ne sais quoi, bref. Quand on a de la modification à faire, généralement, on passe par ce type de notation parce que le for each ne vous permet pas de faire de la modification. On est sur un itérateur, il parcourt les éléments, donc c'est de la lecture et on ne peut pas faire de la modification. Donc voilà les différentes syntaxes, d'accord. Donc si je résume très rapidement, histoire qu'on soit bien d'accord tous ensemble et que vous ne soyez pas perdus pour la suite et que je ne voyais pas ça en commentaire. Un tableau unidimensionnel, donc une dimension, hein, c'est ça. Un tableau multidimensionnel, c'est alors ça, hein, ou ça, etc. Voilà. Et un tableau de tableau, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, d'accord? Il y a une notation pour chacun, au moins vous le savez. C'est-à-dire que n'importe quel code en C# que vous n'avez pas écrit, que vous le lisez, voilà, si vous lisiez un code en C#, juste en voyant en fait le nombre de crochets, vous savez à quoi vous avez affaire. D'accord? Ici, on sait que c'est un tableau de tableau. Donc automatiquement, on sait ce qu'on peut faire avec et on sait ce qu'on ne peut pas faire, encore une fois. En termes de notation, hein, je parle. Si on a un tableau multidimensionnel, pareil, il n'y a pas la même chose en fait qui est possible. Les mêmes choses ne sont pas possibles d'un type de tableau à l'autre, mais vous savez ce que vous manipulez comme type de données finalement. Et donc vous évitez pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Pour terminer cette séance, qui a quand même pas mal de choses à voir, on va maintenant parler de la classe array. En C#, vous doutez bien, on n'est pas sur un langage qui date non plus, qui est très 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 ancien, c'est un langage beaucoup plus moderne sûrement que d'autres langages que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc il y a une classe qui est faite par C#, qui est la classe array. Et array contient évidemment des propriétés et des méthodes qu'on peut utiliser. Parmi les propriétés, on en a déjà vu. On a vu length, d'accord. Alors je vais noter, on va noter propriété. Voilà, classe array, on va noter des méthodes. Enfin les méthodes, je ne les noterai pas forcément toutes, c'est vite fait. Comme ça. On va faire ça comme ça, voilà. Length, qu'on avait utilisé notamment là, d'accord. Et méthode, on avait utilisé notamment, alors méthode, on rappelle c'est array, point quelque chose, ou des fois par rapport à un objet.
Donc on avait utilisé, pour le moment en tout cas, get upper bound, voilà, celle qu'on a vue jusqu'à présent. Voilà. Donc on a pas mal d'éléments qu'on va pouvoir utiliser, qui nous ont servi. Donc ça nous a servi pour le tableau multidimensionnel, hein, pour savoir sur quelle dimension nous sommes, et ça pour la longueur, donc le nombre d'éléments finalement que nous avons dans notre tableau, puisqu'il est de taille fixe, donc on peut pas en fait changer hein, la taille de notre tableau. Pour ça, il y a d'autres, encore une fois, d'autres types en C# qu'on verra plus tard pour le faire. On a un exemple. Alors, autre exemple qui peut servir, c'est la capacité max, donc ça peut être intéressant que vous voyez, à la rigueur, pour vous montrer, qui va être max length, et max length, je vais le reprendre ici. Donc on a fait notre tableau, je vais le faire ici. On va refaire sur un exemple simple, encore une fois. Enfin en fait, j'ai même pas besoin de faire un tableau, parce que c'est directement accessible tel quel. En fait, c'est depuis la classe array, on fait directement un max length. En fait, c'est statique, c'est pas propre à un tableau en particulier. D'accord? Donc vous voyez, je peux faire ça. Hop, on s'en fout. On s'en fiche. Donc ça vous indiquait en fait la taille possible maximum d'un tableau. Donc ça va dépendre bien sûr. Là on a un tableau 32, d'accord, un int32, on avait vu ça sur 32 bits, donc on a bien sûr, donc là c'est pour ceux qui s'intéressent à ça, vous avez qu'à regarder mes vidéos d'architecture, quand on parle de numération, de codage, etc., de représentation des noms, et vous saurez pourquoi en fait c'est ça la taille maximum qu'on peut faire en fait hein, pour un tableau en 32 bits sur, sur ce programme-là, sur ce code-là. Vous aurez un petit peu les réponses à ces questions-là. Voilà, donc ça peut servir, c'est plus pour savoir un peu voilà, la taille maximale qu'on peut avoir là-dessus. C'est pas ce qui nous sert le plus, ce qui va nous servir par contre éventuellement plus, c'est la propriété rank. Comme ça, vous aurez en fait, là pour le coup, le nombre de dimensions d'un tableau. Donc là, c'est intéressant évidemment de le faire sur un tableau, puisque si je fais ceci, alors je vais faire 3 comme on va faire en 3-2, voilà comme ça. Et là, bien sûr, ça se fait sur le tableau en question. Donc là, logiquement, on est censé avoir 2, puisqu'on a un tableau à 2 dimensions. D'accord? Donc toujours pareil, si je fais ça, comme ça, 1, comme ça, on va pouvoir ajouter un certain nombre de dimensions à notre tableau. D'accord? Voilà, donc encore une fois, c'est toujours au nombre de virgule plus 1, et vous avez en fait le rang, donc le nombre de dimensions de votre tableau. Donc on a cette petite propriété très simple, ne vous amusez pas à le calculer à la main ou avoir une variable spécifique pour le calculer en faisant une méthode, vous avez une propriété qui fait ça, qui vous donne cette valeur directement à votre place. Donc pas besoin de s'embêter avec tout ça. Autre chose maintenant qui va nous servir un peu plus, ce sont quelques méthodes qui vont permettre d'avoir quelques informations, ou en tout cas de travailler avec ces différents tableaux. Alors je vais reprendre un tableau, encore une fois, simple, parce que vous verrez que pour un tableau multidimensionnel, c'est différent. Encore une fois, un tableau multidimensionnel, au niveau du système d'indices, etc., on va pas fonctionner de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut tout considérer comme étant un simple tableau. Encore une fois. Si vous êtes sur un tableau unidimensionnel, pas de problème. Si vous êtes sur un tableau multidimensionnel, c'est-à-dire qu'un tableau doit indiquer, en fait, plusieurs dimensions. D'accord? Et sur un tableau de tableau, ça veut dire que de toute façon, c'est toujours des tableaux à l'intérieur. D'accord? Alors même si on peut faire un tableau de tableau multidimensionnel, c'est que ça je vous l'ai pas dit. Bon, maintenant c'est dit, évidemment ça fonctionne. Mais bon, ça deviendrait un peu plus complexe à l'usage en termes de notation, mais sachez que c'est possible et à la rigueur, si vous voulez vous exercer, vous pouvez. Donc évidemment, je ne l'ai pas dit, mais oui, vous pouvez faire bien sûr un tableau multidimensionnel, puisque un tableau multidimensionnel, ça reste un tableau dans tous les cas. Donc on peut parfaitement mélanger tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, on va reprendre un exemple simple. Alors, on va faire, on va rester sur de toute façon des entiers, ce sera très bien. On va mettre 2, 3, on va reprendre cet exemple-là, comme ça les méthodes seront simples à utiliser, vous comprendrez. Je peux faire ceci. Alors je vais faire déjà éventuellement un petit affichage à chaque fois, comme ça ce sera... On aura du visuel. Voilà. Ok. Donc voici un exemple, tout simple. J'utilise des méthodes de array, d'accord, statique, donc je fais appel à la classe en question, hein, révision de méthode statique, méthode d'instant, etc. Notamment reverse, qui va prendre en paramètre, enfin en argument ici, parce que c'est un appel, évidemment, le tableau, où on va inverser nos valeurs. Donc ça, si vous avez besoin de le faire, encore une fois, regardez toujours dans les documentations, est-ce qu'il n'y a pas en fait une méthode qui existe déjà, avant de faire la vôtre. Voilà, comme ça, vous économisez quand même pas mal de temps, si vous voulez avoir les choses rapidement.
Donc c'est une possibilité. Si je veux remettre à 0, rappelez-vous tout à l'heure on l'avait fait manuellement, on a une méthode clear, bien pratique, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de collections, dans plein de langages de programmation, c'est un peu toujours pareil. A l'inverse, si par exemple j'ai mon tableau ici de 5, voilà, où mettons j'ai 100 éléments et j'ai pas envie de m'amuser à tout remplir à la main, parce que c'est beaucoup trop long à faire, on va faire directement appel à fill, qui prend en premier argument le tableau, et ensuite la valeur qu'on veut mettre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de mettre 5, et j'ai viré ma boucle, génial. Hop. Et voilà. Donc remplissage d'un tableau avec une valeur en particulier, très rapide. Et je rappelle, si c'était un tableau de chaîne de caractères, ce serait tout pareil, mais c'est juste qu'ici on passerait une chaîne. Voilà, donc encore une fois, là on travaille depuis toute la vidéo avec un tableau d'entier. Si vous voulez faire un tableau de chaîne de caractères, un tableau de booléen, un tableau de n'importe quelle classe, n'importe quel type, encore une fois, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, en parlant de type, c'est vrai que j'ai pas précisé, c'est une petite parenthèse qui, bon, sera peut-être pas forcément utile, mais c'est bien de le savoir. Quand on fait ces tableaux, d'accord, tels quels ici, nos tableaux dimensionnels, multidimensionnels, on travaille avec des valeurs, donc vous avez vu que tout était initialisé à 0. En revanche, si vous travaillez avec un tableau de tableau, comme il faut en fait faire finalement l'accès d'accord à un tableau à un autre, on travaille avec des références. Donc automatiquement tout sera initialisé à nul, d'accord, des références nulles. Donc c'est la petite distinction entre les deux qu'il fallait savoir. Donc ça, on travaille avec des valeurs, et là on travaille avec des références. Ok, on va pouvoir passer à d'autres méthodes. Donc on a vu quoi? Je vais noter, comme ça je verrai un petit peu si j'ai oublié, parce que ça y est, de mémoire je peux en oublier, même si je vous donne celles qui me paraissent les plus, on va dire, pertinentes, les plus intéressantes à utiliser. Après, le but, c'est pas tout vous énumérer, c'est à vous ensuite d'aller regarder sur la documentation, de voir les méthodes qui peuvent vous servir quand vous voulez travailler avec des tableaux en C#, et de voir ce qui peut déjà exister. On peut également avoir besoin de récupérer une valeur, ça arrive souvent, récupérer une valeur dans un tableau, même récupérer l'indice de cette valeur. Encore une fois, quand on travaille sur un tableau, d'accord, on parle toujours d'un tableau en amont, donc si vous êtes sur un tableau de tableau, il faut être sur le bon tableau en question, et quand c'est un tableau multidimensionnel, c'est un peu différent, donc il faudra adapter à ce niveau-là. Et nous avons d'autres méthodes qui vont permettre en fait de récupérer ceci. Alors, on va refaire un tableau simple, parce que là évidemment ça va être compliqué avec les 100 valeurs, surtout qu'on a juste un peu les mêmes valeurs à chaque fois, donc ça va pas être cohérent. On va prendre ça, et ce qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer, je sais pas moi, l'indice de la valeur 4. D'accord ? On va le faire directement dans un affichage, je ne vais pas passer par une variable intermédiaire. Je fais appel également à une méthode statique, donc c'est dans array, toujours pareil. Et là je veux l'indice de quelque chose, donc premier argument le tableau, deuxième la valeur en question, donc ici le 4, et je récupérerai l'indice de là où se trouve la valeur 4. On va exécuter, et ça nous donne l'indice 3, qui correspond bien à 0, 1, 2, 3. D'accord ? Même chose, si je veux, donc l'inverse, obtenir une valeur, j'utilise la méthode getValue, donc toujours le tableau, j'indique cette fois-ci l'indice, donc je veux la valeur en fait à l'indice, alors 3 d'ailleurs, j'ai un doute sur le fait que, oui, je pense que ça s'utilise, c'est pas statique, puisqu'il nous faut, voilà, le tableau directement. Pire, c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc là, voilà, c'est directement sur le tableau, c'est pas une méthode statique. Donc le tableau, l'objet en question, vous utilisez la méthode getValue, etc. Alors des fois, ça m'arrive de me tromper, si ça vous arrive aussi, entre les méthodes qui sont statiques et celles qui ne le sont pas. Voilà, un coup, vous testez avec l'objet, si vous voyez que c'est pas bon, vous testez directement avec la notation pour avoir accès à une méthode statique directement. Donc getValue, la valeur en fait à l'indice 3 de notre tableau ici, et on récupère bien 4 comme nous voulions, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on a quelques petites, on va dire quelques petites méthodes comme ça bien pratiques. Alors, on en a une autre également pour faire du tri, même si le tri ça peut être assez compliqué quand par exemple on veut trier des types de données qui sont pas, on va dire, des types natifs, mais c'est des choses sur lesquelles on reviendra et que j'ai d'ailleurs abordé dans pas mal d'autres langages de programmation. Mettons je veux faire ceci, et on peut bien évidemment trier notre tableau. Donc là le mieux à faire à nouveau, j'aurais noté je sais pas combien de fois ça, tout va bien. Donc L, on va faire ça. Voilà, donc là c'est une méthode statique. On fait sort et vous choisissez en fait de trier le tableau. Donc là ce sont des entiers, donc le tri ne sera pas compliqué à faire. Ici il n'y a pas besoin de définir un système de tri en particulier.
Donc au début tout était mélangé, vous voyez qu'après on a bien 0, 1, 2, 3, 4, 6, et c'est normal parce que je n'ai pas noté de 5. Donc tout est normal, tout va bien. Voilà, quelques petites méthodes comme ça qui pourront vous servir, il y en a quelques-unes autres. On peut faire par exemple la copie d'un tableau dans un autre. Alors ça, il faudra faire attention aux tailles. Il faut évidemment que le tableau de destination soit au moins aussi grand en taille, voire plus que le tableau source, le tableau de départ, un peu logique. Voilà, on a possibilité, il faut faire notamment... donc c'est pareil, je crois que c'est une méthode statique, vous faites copie. Ici vous avez votre tableau de départ, ici un tableau de destination. Et vous pouvez même choisir en argument, par exemple, si vous voulez copier que un certain nombre d'éléments de ce tableau. Si par exemple je veux copier que les 3 premiers éléments de mon tableau là, je peux le noter tel quel. Et là voilà, je copierai les 3 premiers éléments de mon tableau là dans ce tableau de destination, qui ici, bon, visiblement n'existe pas, donc il faudrait faire un truc comme ça. Bon, j'avais dit que je le ferais, que je le noterais pas, puis au final je le note. Voilà. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est ça. Ouais. Je vais un peu vite, mais il ne faut pas faire d'erreur. Ça, je préfère exécuter à joie pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez, le reste à 0, puisque je rappelle, tout est ici, ce sont des valeurs, donc tout est initialisé à 0 par défaut. Donc, il a complété les 3 premières valeurs, il a laissé les autres avec leurs valeurs par défaut. Voilà, on a bien récupéré le 2, 3, 4 sans problème à ce niveau-là. Donc, plein d'autres méthodes comme ça, enfin plein, il n'y en a pas non plus des dizaines et des dizaines, mais je vous ai montré en tout cas les plus essentielles avec ce que vous pouvez faire dans votre tableau. Donc, c'est assez facile à utiliser, comme vous avez vu. Le plus important, encore une fois, finalement, pour cette petite séance, c'est de bien faire la distinction entre ces 3 types de tableaux. Très important, si vous ne mélangez pas avec ça, déjà, ce sera beaucoup plus simple ensuite dans les manipulations que vous ferez avec ces tableaux-là. Et après, encore une fois, vous avez quelques propriétés, quelques méthodes utilisables, puisque tout dérive de la classe Array, qui nous offre en fait toutes ces fonctionnalités-là en C#. Voilà, nous avons fait le tour avec toutes ces petites spécificités. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle séance dans ce langage avec autre chose, on passera à autre chose. Là d'ailleurs, je ne l'ai évidemment pas montré tout de suite parce que manipuler les tableaux comme beaucoup d'autres choses peut amener à des erreurs. Par exemple, essayer de chercher en fait l'index d'un élément qui n'existe pas ou récupérer en fait la valeur où on indique un indice qui n'existe pas non plus dans le tableau. Ça peut déclencher des erreurs et on verra très prochainement comment gérer les différentes erreurs en fait en C# au niveau de nos programmes écrits. Voilà. A bientôt, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude si vous avez des questions ou des petits soucis avec ce qui a été expliqué dans cette séance. A bientôt.